C'est toujours difficile de prendre la parole après Alain Jakubowicz, qui est très passionné et qui a raison sur pas mal de points. Mais en l'occurrence, je suis en totale contradiction avec ce qui vient d'être dit, parce que je crois qu'on mélange différentes questions qui sont complètement différentes, qui sont à la fois des questions qui tiennent au fond du droit, à la philosophie de ce que doit être une loi sur l'expression en général, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne s'agit plus d'une loi sur la presse, il s'agit d'une loi sur l'expression, et des questions de pure politique pénale et de gestion, je dirais, purement matérielle de la justice. Bon. Si j'entends bien, il faut aller plus vite, et ce serait déjà la moitié du problème qui serait réglé. Bon. Ce problème ne tient pas à l'application de la loi du 29 juillet 1881. C'est si vrai d'ailleurs que dans la loi du 29 juillet 1881, il y a une disposition qui précise que le juge doit statuer dans les 20 jours. 30 jours. Et évidemment, l'une des premières décisions de la Cour de cassation a été de dire que cette disposition n'était pas impérative. Donc la loi sur la presse prévoit déjà ce que tu demandes. Le fait est que il n'y a pas que la 17e chambre à Paris qui soit encombrée, et si on veut qu'elle soit moins encombrée, demandons au pouvoir public de mettre d'autres magistrats à la chambre, ce qui réglerait déjà une grande partie du problème. On a aussi, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on a eu aussi pendant de nombreuses années des audiences qui étaient réservées parquet, qui permettait donc au parquet de citer directement sur ce type de délit sans avoir à supporter le délai d'audiencement, qui est un délai effectivement qui peut paraître à certains égards insupportable, et je crois que Mme le Président ne me contredira pas, qui est de plus d'un an, je crois, d'audiencement. Et on avait des audiences de citation parquet sur les citations directes du parquet sur ces délits qui permettaient d'avoir une affaire jugée en 1 mois ou 2 mois, puisque de toute façon, il fallait simplement respecter le délai de citation, qui était effectivement un délai de 20 jours, puisqu'on était en matière de loi sur la presse. Bon. Donc, juger en 20 jours, ça me paraît pas mal. Enfin, on peut trouver un juste milieu, on peut s'accorder pour dire que 20 jours, c'est pas mal, que la comparution immédiate, c'est vraiment tirer la justice vers le bas, et qu'à l'inverse, 1 an, ça n'est pas bien, et personne ne considère que c'est bien. Bon, mais tout ça sont des problèmes de politique pénale. Il ne s'agit pas d'agresser la loi du 29 juillet 1881 pour régler des problèmes de politique pénale et de gestion des moyens de la justice. Voilà. Et maintenant, il faut s'attaquer au dur. Et tu ne t'es pas attaqué au dur. Le dur, c'est est-ce que la loi du 29 juillet 1881 est adaptée à l'appréhension de cette nouvelle forme de délinquance de masse qui était évoquée. Et la délinquance de masse, ce n'est pas celui qui hurle place de la République, c'est l'Internet, me semble-t-il. Et notamment la grosse question, qui est la question fondamentale, qui est la question de l'anonymat. Bon. C'est-à-dire que c'est ça la vraie question d'Internet. C'est l'anonymat. Bon. Après, quand on a des responsables, c'est une question de politique pénale. La question de l'anonymat, elle n'est pas réglée par la loi du 29 juillet 1881 ou par le code pénal. La question de l'anonymat, c'est une question de procédure pénale, d'ingéniosité, de trouver les moyens généraux d'arriver à appréhender les responsabilités pénales sur Internet. Bon. Ça n'est pas du tout une question qui ressort de la loi du 29 juillet 1881. Nous avons une règle qui est d'une certaine manière une règle encore plus sévère que le droit commun, puisqu'on a à la fois l'application du droit commun, la complicité de droit commun qui s'applique en matière de presse, et on a aussi la cascade, qui permet de trouver des responsabilités de personnes à raison de sa fonction, à raison de l'organe qui est effectivement cité. Donc, on a en matière de loi du 29 juillet 1880, qu'on soit en matière de presse écrite ou en matière audiovisuelle ou numérique, des règles de responsabilité qui se caractérisent plutôt par un rajout d'une couche de responsabilité, si j'ose dire. Donc, on est déjà mieux que le droit commun. Alain Jakubowicz doit être content.
On est déjà mieux. On a déjà plus de facilité à aller chercher des responsables. Le problème, c'est que dès l'instant qu'il y a de l'anonymat, dès l'instant qu'en 2 clics, on peut s'exprimer sur Internet avec une adresse IP étrangère, on est confronté à cette difficulté de la recherche des responsables pour les discours les plus haineux. Et ça ne se réglera pas par un coup de baguette magique qui me semble être de l'affichage politique, qui consiste à dire on est fort, on montre les muscles, on enlève de la loi de 1881 les infractions en matière de racisme, on les met dans le droit commun, regardez comme on a bien fait, regardez comme ces délits vont être plus sanctionnés. Non, ils ne seront pas plus sanctionnés, il n'y aura pas plus de moyens pour aller rechercher l'anonyme lorsque ce sera dans le code pénal. On est aujourd'hui sur une justice qui n'est pas une justice d'exception, et ça, je m'élève totalement contre ça. Madame le Président, vous le rappelez souvent depuis que vous êtes arrivé, nous sommes devant une chambre correctionnelle. Et justement, parfois, pour changer quelques mauvaises habitudes que nous avons. C'est une chambre correctionnelle qui applique des infractions qui, comme tu l'as dit, restent soumises à des peines de prison, parce que je crois que le débat, enfin, sauf erreur, le débat n'est pas de faire en sorte qu'il y ait des peines plus sévères dans la loi. Nous sommes d'accord, elles sont suffisantes. On ne va pas embastiller les gens pendant 2 ans pour... Bon, 1 an, c'est suffisant. C'est bien 1 an en matière de provocation à la haine et à la discrimination. Donc c'est suffisant. Donc, à la 17e aussi, on prononce des peines de prison. Récemment, en matière de négationnisme, l'un de vos clients habituels a été condamné à une peine de prison ferme. Et ces peines sont dans l'arsenal de tous les juges de France. Et je ne vois pas que la 17e Chambre s'interdise de les prononcer. Elle en a prononcé récemment et je pense que ça arrivera encore. C'est vrai que de manière générale, la prison ferme est plutôt réservée aux affaires de négationnisme, me semble-t-il, qu'aux autres affaires. Mais je ne crois pas, d'ailleurs, que Alain Jakubowicz soit favorable par principe à la prison ferme. Pour ce type de délit, je t'ai lu et je crois que tu es favorable à des alternatives, etc. Donc on est assez d'accord sur ça. Alors, pourquoi agresser la loi du 29 juillet 1881 ? Nous avons déjà fait en sorte que cette loi soit le plus adaptée possible aux infractions en matière de racisme. Je veux rappeler d'un mot ce qu'on en a fait. C'est déjà un sous-ensemble de la loi sur la presse. Alors, Basile évoquait la prescription, je n'y reviens pas. Nous avons une prescription dérogatoire d'1 an. Bon, évidemment, la question des contraventions est à régler, mais ça, c'est 3 fois rien. Bon, cette prescription d'1 an me semble suffisante. Si on n'a pas engagé des poursuites dans l'année, ça veut dire que de toute façon, voilà, cette affaire est tombée dans l'oubli. Donc, la prescription est suffisante. Pourquoi la sortir alors de la loi du 29 juillet 1881 ? Nous avons été évoquer les choses-trappes, c'est comme ça qu'on les appelle, de la loi de 1881. Bon, nos confrères qui défendent les associations sont des confrères qui sont spécialisés. Donc, quand il y a un arrêt qui effectivement nous dit que c'est plus le bon alinéa, en général, il s'adapte assez vite. Le parquet est spécialisé. Il vaut quand même mieux aller devant un juge qui est spécialisé, un parquet spécialisé, une affaire de racisme dans les mains d'un autre parquet que la section A4, on a beaucoup de chance pour que, effectivement, ça aboutisse à une nullité. Mais une affaire de racisme entre les mains de la section A4 aboutit quand même extrêmement rarement à une nullité, ou alors il y a des questions, de vraies questions de qualification qui se posent. Mais ces questions de qualification, le juge pénal doit les trancher. Bon, on a l'affaire Zemmour qui a été tranchée par la Cour de cassation sur une question technique. Est-ce que le groupe était visé ou est-ce qu'il ne l'était pas ? Bon, voilà. Là, on est dans l'application normale du droit pénal, comme dans n'importe quelle matière. Il faut que les éléments constitutifs du délit soient constitués. Et je ne vois pas qu'en matière de racisme, on puisse exiger une réponse pénale sans que les éléments constitutifs du délit soient constitués. Donc, là encore, pas de raison de sortir de la loi du 29 juillet 1881. Mais il y a mieux, c'est qu'en matière de procédure, n'oublions pas que le racisme est le seul cas dans lequel on peut faire des visas cumulatifs.
des visas cumulatifs. C'est-à-dire que toute la difficulté qu'on a en matière de droit de la presse, lorsqu'on est confronté à une situation où il faut choisir une qualification, on sait que ce n'est pas fromage et dessert, il n'y a rien à faire. Bon, il faut choisir et on ne pourra plus changer. Eh bien, en matière de racisme, on n'est pas obligé de choisir. Parce que le délit de provocation et d'incitation à la discrimination et à la haine raciale, il peut être cumulé aussi bien avec la diffamation qu'avec l'injure. C'est simplement la diffamation et l'injure qui ne peuvent pas se cumuler. Voilà. Donc, la diffamation et l'injure ne peuvent pas se cumuler, mais la provocation peut se cumuler avec les deux autres. Bon. Donc, c'est un confort extrême. On vous a déjà considérablement facilité la tâche. Considérablement facilité la tâche. Il n'a pas l'air convaincu par ce que je dis. Mais c'est normal, on nous a choisis pour ça, donc on fait le job. Alors, autre observation importante, le délit de provocation à la discrimination et à la haine raciale, qui est quand même un petit peu, moi je dirais, le délit chapeau. Hein. Je crois qu'il a toujours été favorisé par les associations et c'est je dirais, le cœur du réacteur de la lutte contre le racisme. On est tous d'accord. Bon. N'oublions pas que en 2008 et en 2011, il y a eu des arrêts de la Chambre criminelle qui ont considérablement réduit le champ d'application du délit de provocation à la discrimination. Je sais bien que dans l'un des deux, il fallait un peu sauver Pierre Péan. Bon, mais il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins que deux arrêts particulièrement clairs de la Chambre criminelle ont dit attention, ce délit ne s'applique que s'il y a une exhortation, une exaltation à commettre, etc. La Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence. Elle est revenue, et un arrêt qui n'a d'ailleurs pas fait beaucoup de bruit, mais moi je veux le signaler parce qu'il est important, un arrêt de cette année, hein, de 2015, du 17 mars 2015. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi cet arrêt n'est pas publié au bulletin. Du 17 mars 2015, pourvoi 13-87-922, qui revient au sentiment de rejet. Il dit ceci, le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24, alors à l'époque c'était l'alinéa 6, bon passons, c'est les 8, maintenant c'est 7, peu importe, et là j'avoue que c'est un peu, un peu dérisoire, on peut dire, mais bon, c'est comme ça, mais est caractérisé lorsque, comme en l'espèce, les juges constatent que tant par leur sens que par leur portée, les textes incriminés en a suscité un sentiment de rejet ou d'hostilité. C'est extrêmement large. Il suffit de susciter un sentiment de rejet ou d'hostilité pour tomber sous le coup de la loi, à supposer que ce soit bien sûr un groupe déterminé qui soit visé. Donc, voilà encore les juristes de presse qui vous facilitent considérablement la tâche. Et vous voudriez divorcer. Mais enfin... Pas consentement mutuel. Non, il n'y a pas de consentement mutuel. C'est un abandon de famille. Alors... Non, enfin, on a tout fait pour vous maintenir, pour vous garder à la maison. Et puis vous partez. En matière d'exception de vérité, on vous a dit, il n'y a pas d'exception de vérité possible. Encore une fois, ce n'était pas dans la loi. On a complété la loi. Parce qu'on a le droit de compléter la loi. En droit de la presse, on a le droit depuis longtemps. En droit d'auteur, ça commence. Donc, on a tout fait pour vous garder et vous voulez quand même partir. Alors moi, je ne suis pas d'accord pour vous laisser partir et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Oui, c'est une déclaration d'amour pour tous mes confrères qui sont là pour les associations. D'abord, je viens dire que la 17e est parfaitement apte à juger le quidam. Votre gars à la place de la République, il peut parfaitement être jugé à la 17e. Il faut arrêter avec cette idée fausse que la 17e, c'est un petit club anglais. Bon, la 17e, la loi sur la presse, il est extrêmement important. Cette loi sur la presse, effectivement, son nom est grotesque aujourd'hui. C'est une loi sur l'expression publique. Bon. La loi sur l'expression publique, elle doit s'appliquer à tout le monde et devant un juge des mots. On ne peut pas juger ses affaires ailleurs que devant un juge des mots. M-O-T-S. Moi, je l'écris M-A-U-X. Et voilà toute la différence. M-O-T-S. Voilà, juge des mots. Pourquoi ? Parce que la 17e, elle a parfaitement su apprécier comment trouver la responsabilité pénale d'un blogueur, elle a parfaitement su apprécier comment apprécier la polémique politique. Tous les registres d'expression, elle a su faire une jurisprudence qui était une jurisprudence adaptée. Et il faut que j'aille vite, me dit-on. La vraie question, ça c'est parce qu'Alain Jakubowicz a pris sur son... La vraie question, et là c'est une question qui est difficile,
est-ce que le raciste doit bénéficier de l'article 10 de la Convention européenne? Oui. Bien sûr, Oui. Mais dans ces deux alinéas. Dans ces deux alinéas. Mais on oublie le deuxième. Mais non, on n'oublie pas le deuxième, pas Bien sûr question, qu'on mais oublie on n'oublie pas le Bien sûr qu'on deuxième. oublie le deuxième. Mais non, on met des C'est comme limites. la phrase de Rocard, ça. On met des limites. Mais la première décision de la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Handyside, elle a dit que ça valait, y compris pour les idées qui heurtent et qui choquent. Bon. Donc, on ne peut pas exclure le raciste, du bénéfice de l'article 10 de la Convention européenne. C'est comme ça, et je crois que c'est bien. Donc, à partir du moment où c'est une liberté d'expression, eh bien, c'est normal que ça vienne devant le juge de l'expression. On ne va pas aller plaider une affaire de négationnisme, on ne va pas aller juger Forisson, on ne va pas aller juger Zemmour, on ne va pas aller juger Houellebecq à la 23e. Mais les caricatures. Les caricatures de Charlie Hebdo. C'est passé devant Voilà. le 23e. Et alors, il y a quelque chose, moi, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. D'abord, non pas que la 23e soit incapable en tant que telle, mais d'abord, elle n'a pas l'habitude de juger des mots, et ensuite, elle est absorbée par des affaires qui ne lui permettent pas de prendre le temps de juger tout ça. Et la différence qu'on fait la différence qui serait possible de faire entre le contentieux de masse et le contentieux pas de masse, franchement, je trouve que c'est une différence qui n'est pas saine. C'est un peu un droit pour les puissants, un droit pour les faibles. Je crois que justement, il faut que tout le monde aille devant la même juridiction. Et pourquoi, et j'en aurais terminé, je me disais, quand tu disais le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Je me disais, ben oui, je suis quand même d'accord avec ça. Mais comment je vais arriver à défendre ma loi sur la presse si je suis d'accord avec ça? Eh bien, en y réfléchissant, c'est finalement extrêmement simple. C'est que, précisément, c'est à la loi sur la presse, c'était au juge des mots, MOTS, de dire à partir de quand finit l'opinion et à partir de quand commence le racisme. Or, c'est ça qui est névralgique, c'est ce point de basculement, c'est cette ligne jaune. Et précisément, dans l'appréciation du point où on met cette ligne jaune, il est absolument fondamental de bénéficier des garanties de la loi sur la presse, c'est-à-dire des infractions très strictes, et en dehors de ces infractions, eh bien, c'est la liberté. Et je vais vous donner deux exemples, et j'en aurai terminé, d'affaires où il y a eu des relax, et où pourtant, je vais vous lire les mots, et pourtant on pourrait se dire, ah ben, quand même, c'est raciste, au sens, voilà. Il dit ça. Les Juifs d'Israël, descendants des victimes d'un apartheid nommé ghetto, ghettoisent les Palestiniens. Les Juifs qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les Palestiniens. Les Juifs qui furent victimes d'un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens. Ah, ouais, quand je lis ça, je dis, il ne va pas de ma morte, c'est de l'antisémitisme. Edgar Morin, pas un disciple de Nadine Morano, hein. Et eh ben, eh ben, c'est une affaire qui a donné lieu à un arrêt de cassation en 2006 où finalement il y a eu une relaxe parce qu'on a considéré que c'était une question de géopolitique, etc. Et cette distinction qui est extrêmement fine entre est-ce qu'on est dans l'antisémitisme ou est-ce qu'on est dans la géopolitique, cette distinction, ça ne peut être fait que sur la base justement d'une rigueur intellectuelle, d'une rigueur judiciaire. Et pardon de le dire, mais il faut quand même être un juge spécialisé, je pense, pour justement peser ses intérêts en présence. Et c'est quand même à la 17e qu'on est le mieux. Voilà. Non, mais un juge qui est spécialisé en tout cas. Alors, autre, et j'en aurais terminé, je veux quand même, je l'ai déjà dit une fois, hein, mais je vais le dire une deuxième fois. Non, juste. Non, ben tant pis, je le trouve plus. T'as de la chance, hein. Voilà. Alors, non, je voulais lire bravo. Houellebecq. Bravo. Mais...